Hum, Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue à ce webinaire qui se tient dans le cadre du projet Violence familiale et droits de la famille, contribuer à la santé des survivantes de violences familiales dans les procédures de droits de la famille. Juste avant de commencer, notez que le webinaire se tiendra en français, mais vous pouvez avoir accès à une traduction simultanée. Et pour ce faire, vous avez à vous rendre seulement dans la petite barre en bas et cliquez sur le bouton Interprétation et vous pourrez avoir accès à une traduction simultanée en anglais donc tout au long de la présentation qui sera en français. À la fin, si vous avez des questions, vous pourrez les poser en français ou en anglais et on s'occupera de faire la traduction si nécessaire aux personnes à qui vous posez la question. Donc, n'oubliez pas au besoin d'aller cliquer sur le bouton Interprétation. Maintenant que j'ai réglé la question de l'interprétation, je voudrais prendre quelques instants pour faire une reconnaissance territoriale. Je suis présentement à Montréal, donc j'aimerais commencer en soulignant que les terres sur lesquelles on se trouve font partie d'un territoire ancestral qui a longtemps servi de lieu de rencontre et d'échange entre les peuples autochtones, notamment la nation Kanien'kehá:ka. Nous honorons et respectons et reconnaissons ces nations qui n'ont jamais cédé leurs droits ni leur autorité souveraine sur les terres et les eaux sur lesquelles nous nous réunissons aujourd'hui. Je vous invite aussi à avoir une pensée similaire, une reconnaissance similaire, peu importe l'endroit où vous vous trouvez présentement à travers le Canada ou les États-Unis. Donc, maintenant que c'est fait, je ne vais pas parler très longtemps, je vais laisser la parole à nos deux conférencières, simplement pour vous dire que le sujet que nous aborderons dans le webinaire aujourd'hui nous vient vraiment directement des questions et des discussions que nous avons eues dans le cadre des communautés de pratique qui sont organisées dans le cadre de ce projet pan-canadien. Donc, sur une base régulière, on se rencontre de façon interdisciplinaire et la question du contexte d'immigration revient extrêmement souvent dans nos discussions et dans nos questions. Donc, nous avons décidé de donner la parole aujourd'hui à deux personnes qui en font en fait leur spécialité et qui œuvrent à la Maison pour femmes immigrantes. Je vais laisser la coordonnatrice du projet, Katia, les présenter et ensuite de ça, on va leur céder la parole. On m'indique que j'ai expliqué qu'il y avait de l'interprétation, mais j'ai oublié d'expliquer que vous avez accès aussi au PowerPoint en anglais ou en français. Donc, vous pouvez aller sélectionner là, votre choix de langue pour le PowerPoint. Donc, c'est en haut à droite de votre écran. Donc, il y a à la fois de la traduction, de l'interprétation pour les propos qui sont tenus ici, mais aussi sur les PowerPoint. Donc, juste en haut à droite, allez sélectionner le PowerPoint qui vous convient le mieux. Parfait, j'avais oublié. Donc, merci à la personne qui m'a rappelé que j'avais oublié de faire ça. Donc, je cède maintenant la parole à Katia, notre coordonnatrice, qui va vous présenter les panélistes. Merci à tous et à toutes. Oui, bonjour. Donc, bonjour à toutes et à tous. Donc, c'est ça, je vais parler en français également. Donc, je vais laisser le temps aux personnes qui ont besoin d'aller cliquer pour la version en anglais. Donc, effectivement, aujourd'hui, on va recevoir Nahid Gafour et Katia Jean-Louis de la Maison pour femmes immigrantes qui vont nous présenter sur la violence conjugale en contexte d'immigration. Euh, donc, en fait, je vais vous les présenter un petit peu rapidement. Donc, Naïd Gafour, c'est une agente de liaison et de sensibilisation à la Maison pour femmes immigrantes qui, en fait, a une licence en droit international et sciences politiques à l'Université Kaboul et un baccalauréat en travail social à l'Université Laval. Et parmi ses principales responsabilités, il y a l'animation de différentes séances de formation sur la problématique de la violence conjugale en contexte d'immigration, l'organisation d'activités de sensibilisation et la réalisation d'outils de sensibilisation et supervision de stagiaires. Et nous avons aussi Katia Jean-Louis, qui est intervenante à la Maison pour femmes immigrantes et qui a un baccalauréat en travail social à l'Université d'État d'Haïti et une maîtrise en sociologie à l'Université Laval.
Donc, elle intervient dans la maison pour femmes immigrantes et son travail consiste à accompagner les femmes qui sont victimes de violences conjugales dans le processus de reprise de pouvoir sur leur vie en faisant des interventions et en accompagnant les femmes dans leurs démarches socio-juridiques. Donc aujourd'hui, on va vraiment comme avoir une présentation sur la violence conjugale en contexte d'immigration, mais aussi le travail que fournit, le travail très important que fournit la Maison pour femmes immigrantes pour aider ces femmes-là et aussi pour essayer de comprendre en fait un peu comment fonctionne le processus, quelles sont les difficultés et qu'est-ce qu'on peut aussi faire, puis quelles sont un petit peu les complications aussi au niveau du système. Donc, je vais laisser la parole à Nahid et Katia. Je vous remercie. Ok. Je commence. Merci Katia. On va remercier surtout Katia et vous toutes pour nous donner cette occasion de parler de la problématique de violence conjugale vécue par les femmes immigrantes. On espère que la rencontre aujourd'hui, c'est plutôt un partage d'expériences, contribue à faire mieux connaître et comprendre les réalités des femmes immigrantes. Et on espère aussi, si une occasion se présente, vous pourrez jouer un rôle plus actif dans le développement des services ou des programmes ou les mesures pour ces femmes qui, vous voyez, qui n'ont pas une vie facile. Donc, on va commencer pour mettre en... je crois que Katia, tantôt, a expliqué le programme d'aujourd'hui. On peut changer le diapo. On va parler très brièvement de la violence conjugale et après, on va regarder le phénomène d'immigration, qu'il y a beaucoup de discours autour de cette question pour voir un peu le pour et le contre pour la société ou pour les personnes qui vont immigrer au Canada ou au Québec. Et on partage les réalités des femmes immigrantes victimes de violences conjugales avec vous. Maison pour femmes immigrantes, pourquoi on parle? Parce que c'est une ressource qui aide les femmes et les enfants victimes de violences conjugales, qu'ils soient québécoises ou immigrantes, mais surtout pour nous, pour les femmes immigrantes, c'est que la Maison de femmes immigrantes qui a développé certaines expertises en ce qui concerne le travail auprès des femmes immigrantes victimes de violences conjugales. Pendant 37 années de travail auprès des milliers de femmes immigrantes et québécoises, on a développé une certaine perspective particulière par rapport au travail. Donc, on va partager cette expérience. Je crois que les travailleuses font un bon travail. Donc, c'est un bon partage d'expérience. Et on va regarder certains changements importants en matière de violence conjugale, surtout ce que nous voyons qui a fait des changements dans notre travail. Donc, on peut changer. OK. Pourquoi on parle aujourd'hui de la violence conjugale? D'abord, pour avoir la même compréhension de comment on analyse la violence conjugale, c'est certainement que c'est un phénomène social, universel, complexe qui peut toucher n'importe quelle femme qui vient de n'importe quoi du monde. Nous partageons cette analyse avec les femmes. Ça, c'est ce qui c'est la femme immigrante ou québécoise. On parle avec les femmes, on partage notre analyse. Et on le dit, on démystifie la question de perte de contrôle ou la prise de contrôle. Et on partage cette analyse avec les femmes. Et la question de l'universalité de la violence conjugale dans notre partage aide beaucoup à déculpabiliser les femmes. Et dans les pays développés que dans les pays en voie de développement, on voit qu'autant de femmes sont des victimes de violences conjugales. Mais l'ampleur de la violence conjugale, vous voyez le rapport de l'Organisation mondiale de la santé, encore une femme sur 3 subissent la violence conjugale. Et ça, c'est seulement une statistique sur la violence physique et la violence sexuelle. Et on voit que Québec aussi, encore à 88% des victimes de crimes contre la personne dans le contexte conjugal sont des femmes. On peut changer, OK. Dans notre travail
comme on voit, les femmes nous rendent compte les caractéristiques indicieuses et subtiles de la violence conjugale. Ça arrive que dans les consultations externes, quand les femmes nous appellent, elles ne savent pas qu'est-ce qu'elles vivent. Il faut comprendre. Elles ne peuvent pas nommer ce qu'elles vivent. Et c'est tellement graduel et progressif qu'elles se perdent dans le processus. Et bien sûr que ça augmente l'intensité et la fréquence, plus qu'on reste dans un cycle de violence, plus qu'on reste avec un conjoint et nous, comme témoins directs de la violence conjugale, on voit tous ces effets ou ces caractéristiques chez les femmes. Une des outils qu'on travaille souvent, c'est qu'on passe, on voit avec les femmes le cycle de violence et les femmes passent par les différentes sortes d'émotions quand elles vivent dans un cycle de violence, que ce soit la colère, la peur, l'espoir ou l'impuissance. Et comme j'ai dit tantôt, quand on démystifie la question de contrôle et on analyse on partage cette analyse que ce n'est pas la prise, ce n'est pas la perte de contrôle, c'est plutôt la prise de contrôle. Pour les conséquences, je crois que maintenant, tout le monde connaît beaucoup plus les conséquences de la violence conjugale sur les femmes et les enfants. Seulement, je voulais ajouter que les conséquences, toutes les femmes ou tous les enfants ne vivent pas les conséquences de la même façon. Il y a plusieurs facteurs qui contribuent dans l'impact de violence conjugale sur les femmes et les enfants. Les facteurs individuels, l'âge de la femme, la durée qui est restée avec le conjoint violent, son niveau de scolarité, la question de ressources économiques, avoir des personnes significatives dans sa vie, position sociale, santé physique, santé mentale pour les enfants aussi, si ce sont plus des facteurs qui contribuent. On n'a pas beaucoup de temps de parler de ça, vous le savez, mais nous, on le voit, la violence à la maison, que malgré que toutes les femmes souffrent de la violence conjugale d'une façon ou l'autre, mais les conséquences varient d'une personne à l'autre. On peut changer. Oui, on a parlé de... Vous connaissez toujours, on connaît toujours, on parle toujours des formes de violence, que ce soit psychologique, verbale, économique, physique, sexuelle, menace de mort qui peut terminer à suicide ou homicide. Mais l'autre côté, comme on oublie certaines choses, malgré qu'on le nomme maintenant dans le contrôle coercitif, mais on le voit comment détruire la vie des femmes. Depuis on parle de cyberviolence, le développement dans l'usage de technologies, peut-être Katia tantôt peut parler qu'on a vu plusieurs cas dans ces questions de géolocalisation, piratage de comptes, surveillance par intermédiaire d'outils de communication en ligne ou un logiciel d'espion. Il est possible que le mari ne le fasse pas, qu'il ne surveillera pas la femme de cette façon-ci, mais la peur existe toujours parce qu'on le dit qu'on va te surveiller. Je vous dis, il y avait une femme qui était à la maison d'hébergement il y a quelque temps, et il voyait parce que le mari avait installé certaines caméras pour le surveiller dans la maison, mais à la maison d'hébergement, il avait la même impression et avait pensé toujours qu'il y a quelqu'un qui le surveille. C'est très difficile d'avoir un espace de sécurité quand tu penses que quelqu'un te surveille tout le temps. Et aussi, on a eu, moi, je veux dire, au moins 5-6 expériences dernièrement de menaces de la diffusion de photos ou de vidéos intimes sur les médias sociaux. Ça, ce sont des formes qui, pour rentrer dans les formes de violence psychologique, mais quand même, c'est quelque chose à voir et à surveiller. Donc, on peut changer
Maintenant, moi, je parle seulement de la question du phénomène d'immigration parce qu'on parle des femmes immigrantes victimes de violences conjugales et on a regardé qu'est-ce que c'est la violence conjugale et comment on travaille avec les victimes et comment on partage notre analyse avec les femmes. Et la question d'immigration aussi, c'est important de voir pour les intervenants, pour les personnes qui travaillent avec les femmes victimes de violences conjugales, pour un peu démystifier la question d'immigration. Et on le fait toujours dans notre présentation. Bien sûr que la question d'immigration, le discours sur la question d'immigration, il est souvent chargé des pour et des contre, des questions, mais c'est pas un phénomène nouvel, c'est nouveau, c'est un ancien phénomène qui varie, qui change. Surtout l'histoire du Canada est reliée à la question d'immigration, mais certainement que l'immigration a changé, surtout depuis les années 70. Mais maintenant, si on regarde les enjeux d'immigration au Québec, je crois que tout le monde le sait, mais pas tout le monde, parce que j'ai entendu même il y a quelques jours à la radio quelque chose, mais quand même, ça vaut la peine de la mentionner que Québec accueille des immigrantes parce qu'il y a des problèmes de la question de enjeux démographiques, le faible taux de natalité, le vieillissement de la population, la population active ont pas mal diminué. Et j'ai vu dernièrement dans la statistique 2020 qu'il y a 4% d'augmentation dans la façon qu'on avait prévu. Et ça, c'est grâce à la population immigrante qui sont entrées parce que à part de l'année 2019 et 2020, qui à cause de la COVID, qui était le taux de migration avait descendu, mais Québec accueille encore plus que les autres années. Et la question économique et linguistique, les populations immigrantes sont des populations actives, jeunes, scolarisées. 67% de la population des immigrantes économiques ont un diplôme au moins de 14 années de scolarité. Et c'est l'âge, c'est beaucoup plus entre 18 et 35 ans et sont supposés de, comme on peut prendre le charge du système de sécurité et de le système de la santé. Ça, ils stimulent le marché du travail. Dernièrement, on voit beaucoup de la question de main-d'œuvre parce que c'est la question de Covid, de le changement. Mais c'est certainement que présentement, leurs contributions sont très appréciées. Mais on ne sait pas si une fois que le marché se stabilise, il n'y aura pas de manque de main-d'œuvre, comment on va voir cette contribution? Et pour vous dire aussi que depuis 91, Québec a le droit de choisir la population, ces immigrantes qui viennent dans la catégorie des immigrantes économiques. Et donc, ça qui vous voyez, qui sont beaucoup plus francophones. La grande partie des personnes qui viennent au Québec sont de France, c'est à peu près 16%. Et après, on sait d'Algérie, de Maroc ou d'autres pays dont la langue officielle peut être français. Et c'est comme la question de enjeux linguistiques, c'est beaucoup chargé des émotions, mais sauf que Québec a le choix de choisir ses immigrants économiques, même dans les bassins des réfugiés choisis selon la Convention de Genève que le Canada a choisi. Parmi le bassin de population réfugiée du Canada, Québec a le choix de choisir ses réfugiés aussi.
Et pour cette raison que, comme la population immigrante, les enfants des populations immigrantes sont nécessairement dans les écoles de francisation, et ça, c'est une question de richesse de la langue française parce que d'un côté, c'est le poids de population économique, population de Québec au sein du Canada, et aussi le contexte nord-américain, qui c'est le seul pays qui parle français. Donc, c'est quelque chose de positif. Plusieurs qui l'écrit, qui discutent, que c'est une population qui est augmentation de population immigrante parce que les enfants vont dans les écoles de francisation, c'est quelque chose de très positif. Donc, immigration pour les personnes immigrées produit des grands changements sur le plan psychologique, affectif, économique et social, peu importe qu'on est victime de violences conjugales ou non, peu importe de quel coin du monde on vient, ça provoque des grands changements. Et l'immigration augmente la vulnérabilité des femmes qui se trouvent dans une nouvelle société. Possiblement que ces femmes ont déjà vécu la violence dans leur pays ou c'est possible que ça commence aussi face au changement. Donc, Katia peut expliquer tantôt que la situation, le statut d'immigration détermine le droit et l'admissibilité aux mesures sociales et soins de la santé au pays d'accueil. Donc, on va regarder, Katia va vous expliquer un peu plus la question de différents statuts d'immigration. Merci beaucoup, Naïd. Donc, pour mieux vraiment aborder la question de, disons, la problématique de violence conjugale en contexte d'immigration, il est vraiment important de comprendre ce que c'est le statut d'immigration parce que pour mieux accompagner une femme victime de violence conjugale, le statut d'immigration est un élément incontournable parce que c'est le statut d'immigration qui va comme nous alerter pour voir quelles ressources appropriées on va mobiliser pour la femme victime de violence conjugale. Donc, quand je parle de statut d'immigration, ben, pour les ressources appropriées qui déterminent les ressources pour les femmes victimes de violence conjugale. Donc, en parlant de ressources, je fais appel ou je fais allusion, par exemple, au logement subventionné, droit de travailler, droit à avoir une assurance maladie publique, ce qu'on appelle RAMQ à Québec, droit d'avoir des allocations familiales, des frais de garde, de retour anticipé pour les femmes qui ont des enfants, puis droit d'avoir l'aide sociale, etc. Donc, parce que ces ressources-là, ces services sociaux sont vraiment importants dans la reprise de pouvoir de ces femmes-là, tout comme l'intervention psychosociale que nous faisons avec les femmes aussi en maison d'hébergement. Donc, en parlant de statut d'immigration, on essaie de présenter ça en trois catégories. Il y a les résidents permanents qui contiennent les immigrants économiques, le regroupement familial, les réfugiés, puis il y a les résidents temporaires et qui contiennent les travailleurs temporaires, les étudiants étrangers et les visiteurs, et les personnes sans statut, les demandeurs d'asile, les personnes en attente ou de la réponse pour une demande d'asile, ou les personnes qui sont en attente pour des raisons humanitaires. Donc, quand on parle des immigrants économiques, ce sont des personnes qui ont choisi de venir au Canada, qui ont été sélectionnées depuis leur pays d'origine. Donc, ces personnes-là ont, je dirais légalement, les mêmes droits, les mêmes accessibilités aux services sociaux qu'un citoyen canadien ou un résident permanent. Puis, le regroupement familial, ce sont des personnes qui parrainent, genre des citoyens canadiens ou des personnes qui ont les résidents permanents qui parrainent certains membres de la famille, par exemple les conjoints et conjointes, les enfants, les parents, les grands-parents. Aussi, il y a les réfugiés qui sont des personnes qui sont obligées de quitter leur pays d'origine par rapport aux situations sociopolitiques. Donc, ces personnes-là sont sélectionnées à l'étranger et arrivées au Canada, ils sont pris en charge soit par le gouvernement
et directement le gouvernement fédéral, soit par des groupes privés, ce qu'on appelle parrainage collectif, qui ont choisi de participer à l'installation de ces personnes. Ce qui est à retenir, c'est que, comme je disais, la catégorie de résidents permanents, des femmes qui font partie de ces catégories-là, on sait tout de suite que ces femmes-là ont accès, sont admissibles à des ressources, des services sociaux et de santé. Donc, mais en ce qui a trait au statut social, bien que légalement, c'est admissible, mais statut social, et socialement, on va voir qu'il y a quand même des obstacles à surmonter en tant que personne immigrante. Aussi, et entre les personnes et immigrants économiques et réfugiés, il y a quand même une différence parce que les immigrants économiques, ce sont des personnes qui ont choisi de venir au Canada. C'est un projet de vie. Alors que les réfugiés, ce sont des personnes qui sont obligées de quitter pour des raisons politiques, sociales, etc. Du coup, du point de vue psychologique, on peut comprendre, comme Naïd vient de dire, combien est la complexité du processus d'intégration dans le pays d'accueil. Pour les résidents temporaires, il y a les travailleurs temporaires. Donc, ce sont des personnes qui ont soit un permis de travail fermé, c'est-à-dire qui ont droit de travailler avec un seul employeur pour un temps déterminé, soit un permis de travail ouvert, c'est-à-dire des personnes qui peuvent travailler avec n'importe quel employeur, mais toujours pour un temps bien déterminé. Donc, parmi ces deux catégories de personnes, genre permis de travail fermé ou permis de travail ouvert, là encore, il y en a qui ont accès à telle ressource et d'autres non. Par exemple, pour la RAMQ, qui a accès à une assurance de maladie dans le régime public, il y a certaines conditions, mais une personne avec un permis de travail fermé peut en bénéficier versus une personne avec un permis de travail ouvert peut ne pas avoir accès, tout dépend des conditions de ce permis-là. Puis, il y a les étudiants étrangers qui ont un permis d'études. Puis là encore, il y a une différence entre les étudiants étrangers. Tout dépend de quel pays on vient, parce qu'il y a des pays comme la France, la Belgique, Suède, Portugal, qui ont signé un accord avec le gouvernement canadien. Du coup, il y a en ce qui a trait à l'assurance maladie, les droits supplémentaires de scolarité, il y a quand même une différence. Puis, il y a les visiteurs qui ont un visa visiteur et les accompagnatrices, accompagnateurs, dans le contexte des femmes qu'on accompagne, qui sont des personnes qui accompagnent des résidents temporaires. C'est-à-dire, c'est une femme, dans le contexte, puisqu'on parle des femmes en situation de violence conjugale, une femme qui accompagne son conjoint, par exemple, avec un permis de travail ouvert ou fermé, ou son conjoint qui étudie. Donc, ce qui est à comprendre, c'est que ces femmes-là sont dépendantes du conjoint qui, lui, c'est le requérant principal. Donc, dans cette catégorie-là, c'est facile de tomber dans ce qu'on va dire des personnes sans statut, dans la mesure où ces personnes-là ont un statut précaire. Pourquoi? Parce que, comme je disais tantôt, le permis, soit d'études ou de travail, c'est pour un temps limité. Donc, en cas de violence conjugale, l'accompagnatrice, si elle se sépare du conjoint, donc automatiquement, après l'expiration de ce permis-là, le permis que l'accompagnatrice a, elle se retrouve sans statut. Du coup, elle n'a presque droit, elle n'est presque pas admissible aux services, aux ressources qui sont de la société. On va voir ça plus tard. Puis les personnes sans statut qui sont des demandeurs d'asile, qui sont en attente de la demande ou des personnes où la demande ont été refusées et aussi des personnes en attente de résidence permanente pour des raisons humanitaires. Donc, ce qui est à comprendre, c'est que quand nous, à la Maison pour femmes immigrantes, quand on reçoit une femme immigrante victime de violence conjugale, c'est ce que je disais tantôt, le statut d'immigration, c'est le premier réflexe qu'on a pour mieux comprendre c'est quoi les besoins, comment on va accompagner cette femme-là. Parce que les deux catégories, résidents temporaires et sans statut, ce sont les femmes qui peuvent se retrouver dans des situations beaucoup plus vulnérables. Parce que les résidents temporaires, oui, contrairement aux sans statut, elles ont droit à quelques services, on va voir, mais pas tout, contrairement aux résidents permanents. Et les personnes sans statut,
on peut dire qu'elles ne sont pas admissibles à presque rien en ce qui a trait aux ressources et aux services sociaux et de santé. On peut passer au slide suivant, s'il vous plaît. Donc, pour expliquer tout ça, comme Naïd vient de dire tout à l'heure, peu importe la personne immigrante qui s'établit dans une société, dans la société d'accueil, cette personne-là fait face d'une manière générale à une situation vraiment complexe et stressante parce que c'est des mœurs un mode de vie vraiment différent et puis le processus d'intégration, c'est différent. Donc, une femme qui est immigrante vit doublement ce processus complexe où elle est vulnérable beaucoup plus de la mesure où elle est non seulement immigrante, elle va faire face à toutes disons, ce processus très long et stressant, mais aussi elle est victime de violences conjugales qui est une autre problématique qui s'ajoute à son processus d'intégration. Donc, c'est pour ça qu'on dit que quand on essaie d'analyser nous autres avec notre expérience à la maison pour femmes migrantes, on comprend que, mis à part tout ça, le statut, tout et tout, mais il y a aussi d'autres enjeux à prendre en compte pour bien comprendre la réalité des femmes immigrantes victimes de violences conjugales. On essaie de catégoriser les enjeux comme d'ordre structurel, institutionnel, culturel et social. Quand on parle des enjeux d'ordre structurel, on fait plutôt référence aux lois politiques qui rendent plus complexe la réalité et le parcours et les démarches des femmes immigrantes. Pourquoi on dit ça? Parce qu'il y a certaines lois établies pour, entre guillemets, qui devraient comme faciliter le processus de reprise du pouvoir des femmes victimes de violences conjugales. Mais dans la réalité, il y a encore des obstacles. Par exemple, si on prend le cas de l'accès à la santé. Donc, ici au Canada, la violence physique, la violence sexuelle, c'est criminel. Si on prend l'exemple d'une femme qui est victime de violences physiques, donc on encourage la femme à porter plainte dans la reprise du pouvoir. Puisque c'est criminel, il y a intervention policière, automatiquement, il y a une plainte, le conjoint est accusé au criminel, donc il y a interdiction de contact, tout et tout. Donc, d'une part, la femme se sent protégée parce qu'il y a un processus. Mais parallèlement, cette femme-là, imagine qu'elle est victime de violences physiques, qu'elle a un bras cassé, qu'elle a un pied cassé, mais elle n'a pas droit, parce que c'est le cas d'une femme sans statut, elle n'a pas droit, ou du moins, disons mieux, elle n'a pas accès aux services de santé, à l'assurance maladie gratuite, parce qu'elle est sans statut. Du coup, on se questionne, c'est d'où la limite de cette même loi-là. Donc, si on prend exemple le permis de séjour temporaire, on va voir plus tard avec Naïd, qui est c'est un permis un programme qui a été mis sur pied par IRCC en 2019, parce qu'avant, une femme qui est liée avec, ou son permis, son statut est lié avec son conjoint, était obligée de rester dans la situation de violence conjugale, de vivre le cycle pour qu'elle puisse avoir sa résidence permanente. Mais avec l'ampleur qu'on voit que ça prend, on dit, OK, les femmes ne sont pas obligées de rester avec le permis de séjour temporaire. La femme peut laisser le conjoint et avoir un permis de séjour temporaire pour qu'elle puisse s'en sortir et reprendre le pouvoir. Là encore, le délai de traitement du permis de séjour temporaire, les preuves justificatives qu'on exige dans la mesure où on comprend la susceptibilité, la complexité de violence conjugale, le nombre de refus qu'on reçoit actuellement avec mention comme quoi la femme n'est plus en danger parce qu'elle est en maison d'hébergement alors qu'elle avait un permis lié à son conjoint et elle ne peut rien faire dans la société. Là encore, ce sont des limites qui mettent la femme encore plus en situation de vulnérabilité alors que ça devrait être, c'était fait pour protéger les femmes. Aussi, on parle de complexité de résidence permanente pour raisons humanitaires. Donc, ça, c'est une autre option aussi qu'une femme victime de violence conjugale pourrait entamer. Mais encore là, le délai de traitement, ça peut prendre 2 ans. Entre-temps, cette femme-là, c'est sans statut. Du coup, elle n'a droit à aucune ressource, pas de maladie. Imagine que cette femme-là a des enfants.
il y a des fois DPJ est dans l'affaire, du coup, est dans la vie de cette femme-là, donc elle est dépourvue. Ça encore, ça joue contre elle dans le processus avec la DPJ et tout ça. Et aussi, des fois, il faut trouver un avocat, puis si la personne n'a pas droit de travailler, elle n'a aucune ressource, encore, ce sera difficile pour elle de trouver un avocat immigration qui coûte vraiment cher pour ce processus. Encore là, c'est pas évident qu'elle va trouver une réponse positive face à cette demande-là. Du coup, la vulnérabilité, l'ampleur que ça prend, c'est vraiment excessif. Si on parle d'enjeu d'ordre institutionnel, il y a vraiment un rapport dialectique, je dirais, entre l'enjeu d'ordre structurel et institutionnel, de la mesure où le fonctionnement des institutions ne prennent pas en compte vraiment la réalité des femmes victimes de violences conjugales dans leur règle. Par exemple, toujours avec le PST, quand la femme arrive à avoir le PST, et on donne à la femme une carte d'assurance pour programme intérimaire et fédéral, programme de santé fédéral, un programme intérimaire où la femme peut avoir droit à certains soins de base, si je peux dire ça comme ça. Mais encore là, quand on va dans les institutions, dans certains centres hospitaliers, on ne reconnaît même pas cette carte-là. Du coup, c'est vraiment difficile pour la femme de recevoir le soin ou aussi, on demande à la femme de débourser alors que économiquement, elle n'a rien. Encore, on parle de discrimination sur le marché du travail qui fait partie, c'est pour toutes les personnes victimes des personnes immigrantes, pardon, la non-reconnaissance des diplômes et des expériences de travail. Donc, je vois des femmes immigrantes victimes de violences conjugales qui sont non seulement en train de vivre, de s'en sortir par rapport à ce qu'elles sont en train de vivre, qui cherchent parallèlement du travail, mais que le boulot exige que vos diplômes soient reconnus, qui n'ont pas d'argent pour faire les démarches pour la reconnaissance du diplôme et que même si elles se débrouillent pour trouver ou l'organisme, on essaie de trouver des moyens pour aider cette femme-là, mais encore là, le temps que ça prend avant qu'elle reçoive son diplôme, c'est vraiment très, très complexe. On va continuer avec l'enjeu d'ordre culturel et social. Donc là, ça vient chercher la personne en soi dans ce processus d'intégration. On parle de différence des normes et des valeurs. Donc, surtout si la personne peut se sentir jugée dans la façon dont elle est accueillie, ben, si on prend tout ce qu'on vient de voir, que ce soit dans les institutions, la façon de poser des questions, l'intégration qui est déjà un processus stressant, comme je disais, pour toutes les personnes immigrantes, ajoute à la personne victime, à la femme victime de violences conjugales, c'est encore extrême. La méconnaissance des institutions, les lois. Des fois, c'est même pour une femme qui a la résidence permanente qui est arrivée ici au Canada, dans un contexte de violence conjugale, des fois, on accueille des femmes qui sont étonnées que, ah, OK, je ne savais pas que j'avais droit à ouvrir un compte bancaire. Donc, une femme, j'ai déjà fait l'expérience à une femme qui a 4 ans au Canada, qui a la résidence permanente, mais pour prendre le bus, elle était obligée de demander les $2,53, les frais du bus à son conjoint. Pour cuisiner, c'était le conjoint qui devrait lui dire qu'est-ce qu'on cuisine aujourd'hui. Parce qu'il y a la barrière de la langue, puis elle ne connaît pas ses droits. Il y a comme interdiction d'aller même au cours de francisation, même si elle a le droit puisqu'elle est résidente permanente. Du coup, tout ça, ce sont des choses qui rendent beaucoup plus complexe la réalité des femmes d'immigrantes. Encore avec la barrière de la langue, il y a l'isolement, la dépendance envers le conjoint et la communauté. C'est-à-dire que, d'une part, il y a la dépendance envers le conjoint, tout dépend de quel statut qu'on a, mettons si on est accompagnatrice et que c'est le conjoint qui est le requérant principal, mais d'autre part, tout dépend de la personne, d'où elle vient. Est-ce qu'elle parle déjà la langue française? Là encore, la dépendance envers le conjoint et la communauté, c'est beaucoup plus compliqué. Donc, tout ça, nous autres, à la Maison pour femmes immigrantes, on travaille avec ces femmes et on adapte nos services, notre approche par rapport aux besoins particuliers de ces femmes-là. Et je laisse la place à Naïd pour parler de la Maison pour femmes immigrantes. Merci. Prochain. On peut changer le diapo.
Mais à part ça, comme Katia a parlé de la question des communautés culturelles, je voulais seulement partager que dans la littérature ou l'écriture, que les recherches, on voit toujours comme la communauté culturelle joue un rôle de pression sur les femmes et souvent cette influence est considérée négative. Mais dans notre expérience, au moins dans mes expériences de travail à la maison, que depuis des années que je travaille, il est évident que les communautés ont une influence sur la femme ou sur la famille parce que c'est la question de collectivité ou la famille élargie ou la minorité toujours se colle dans leur communauté. Mais l'influence sur l'intervention des communautés ne sont pas toujours négatives. La famille élargie, les communautés arrivent qui protègent les femmes et les encouragent de ne pas retourner dans le lieu de violence, dans le milieu de violence. Donc, je voulais seulement parler de ça parce que dernièrement, on voulait faire une vidéo de sensibilisation, on voulait voir les femmes, comment les communautés ont joué un rôle négatif et comment les communautés ont joué un rôle positif aussi sur la vie des femmes. Maintenant, par rapport à la maison pour femmes immigrantes, tantôt je l'ai dit que c'est une ressource pour les femmes immigrantes et québécoises et leurs enfants victimes de violences conjugales. Pourquoi on le dit femmes immigrantes tandis qu'on accueille les femmes québécoises aussi, ou les femmes canadiennes, ou les femmes qui viennent de n'importe où, coin du monde, sans statut, ayant un statut précaire ou quoi que ce soit. Ça veut dire pas qu'ils vont avoir un statut d'immigration au Québec, mais si quand ils décident de sauver ou quitter leur pays et s'en accueillir dans la maison. Maintenant, pourquoi le nom? À cause qu'on voulait qu'il existe quelque chose avec lequel les femmes peuvent s'identifier et quelque chose qui existe pour ces personnes-là. Mais le travail, on fait auprès de deux Québécoises et immigrantes victimes de violences conjugales. Pour la question d'intervention, tantôt on va l'expliquer, l'intervention sont téléphoniques, informelles, individuelles. Quand je parle individuel, c'est plus planifié et structuré dans le sens qu'on fait les rencontres informelles, mais on a des rencontres formelles et on veut ne pas perdre cette notion-là malgré qu'on ait une communautaire approche informelle parce que c'est là qu'on partage notre analyse, c'est là qu'on voit la globalité du problème et c'est là qu'on est. C'est un moment privilégié pour la femme et pour les intervenantes pour connaître le vécu et partager intervenantes, dévictimiser les femmes ou déculpabiliser les femmes. Et on a l'intervention de groupe 2 fois par semaine, une fois sur la vie communautaire et une autre fois sur une fois par semaine. Différents sujets, défense de droits, la violence conjugale, la démocratie, les droits des femmes. On a consultation externe que ça marche très bien depuis qu'on a eu toujours, mais maintenant une travailleuse à temps plein et une à temps partiel travaillent sur ça pour les femmes qui ne veulent pas venir en hébergement et que leur sécurité n'est pas en danger, mais ils vont s'en sortir de problème. On continue à faire avec les femmes l'intervention et les démarches après l'hébergement et on a des travailleuses jeunesse qui travaillent avec les jeunes et avec leur mère. Dans les démarches, on fait plus que démarches que les autres maisons, je crois, parce qu'il y a des femmes, le problème de la langue ou le problème des connaissances du milieu ou les institutions ou les différents systèmes. Donc, on l'accompagne, quand je parle de démarches, peut être démarche au sens de soutien et aussi démarches qu'on accompagne, c'est physiquement qu'on accompagne les femmes victimes de violences conjugales et dans les démarches d'immigration. Nous avons un programme de sensibilisation depuis 1999 qui a pour deux volets de sensibilisation et formation.
qui s'adresse à la population en général et les femmes, les nouveaux arrivants en particulier. On a le programme de PASS. À Québec, je crois que c'est la seule maison qui a ce programme d'action communautaire pour les enfants. C'est un programme qui s'adresse de 0 à 5 ans. On a suivi un programme d'intervention qui ont fait réflexion collective sur nos pratiques, sur la formation. C'est ça qui c'est super important pour la maison Femmes immigrantes parce que en tant qu'une ressource qui travaille avec les femmes immigrantes victimes de violences conjugales, on est dans une démarche constante d'avoir connaissance sur l'actualisation des politiques et des changements dans les politiques et dans la loi. Et c'est super important pour les femmes que pour défense des droits des femmes. Et là, je crois que ça donne un plus d'efficacité, plus à la maison, parce qu'on frappe toutes les portes, on va aller on essaye de trouver des exceptions dans la loi et dans les politiques. On fait des demandes dans les, comment ça s'appelle, pouvoir discrétionnaire et rencontre des députés, tout ça pour régler les personnes qui sont vraiment vulnérables. Et donc, on a une banque d'interprètes. L'équipe de travail aussi aide à aider les femmes victimes de violences, migrantes victimes de violences conjugales, parce que c'est une équipe multiculturelle et multilingue. Et donc, elle voit qu'elle s'identifie avec les immigrants, les travailleuses immigrantes. Et bien sûr, on a un mode de gestion féministe participative. On peut changer le diapo. Et les spécificités de la violence du travail de la maison, tantôt je l'ai dit, banque interprète, c'est la seule maison qui a une banque interprète. Démarche d'immigration, on a développé certaines expertises dont je parlais, c'est la loi d'immigration est très, très compliquée. Il y a toujours exception à la règle et chaque fois les choses changent. Et c'est pour ça que c'est difficile de travailler des démarches d'immigration, de régulariser les situations des personnes. Et on a notre programme de sensibilisation. Maintenant, souvent, pas souvent, mais ça arrive que dans des rencontres de sensibilisation, quand on pense qu'étant maison de femmes immigrantes, on a une approche particulière d'une façon qu'on ne voit pas comme on n'est pas dans l'approche féministe. Mais non, les approches qui cadrent notre analyse et notre pratique sont des approches intersectionnelles, approches féministes et approches interculturelles. Ça veut dire que notre analyse féministe ne change pas, mais on le fait de façon plus globale. On se concentre sur l'approche, on analyse dans l'approche féministe intersectionnelle, on voit tous les systèmes d'oppression sur une femme, comment ça affecte sa vie et comment ça la rend plus vulnérable. Et intervention, on le fait avec une approche interculturelle qu'on va leur expliquer. Si on change, comment on intervient, on a dit qu'auprès des femmes dans une perspective féministe, dans un contexte interculturel, l'approche interculturelle de la maison ne se pratique pas selon un modèle spécifique. Nous sommes des immigrantes nous-mêmes. On a passé plusieurs femmes immigrantes comme travailleuses. On a passé par différentes étapes d'intégration. On a eu des parcours différents, réfugiés, résidentes permanentes comme travailleuses qualifiées, demandeurs d'asile. Donc, le partage d'une expérience aussi, ça aide beaucoup les femmes. Donc, cette approche est développée à partir de notre expérience, à partir de notions théoriques et après et développée beaucoup et enrichie beaucoup avec notre expérience avec les femmes.
Donc, ce qui est important, qu'on veut insister toujours, donc ça arrive que dans l'activité, qu'on voit comme les femmes immigrantes, on le voit comme qui vit le même problème, comme la culture, c'est le même dans chaque coin du monde. C'est comme on généralise beaucoup leur situation. Tandis que nous, dans l'intervention, on prend en considération la singularité de la femme, son parcours, son histoire personnelle, son cheminement et leur réalité particulière. Et c'est ça qui c'est je crois, bon travail qu'on fait dans la maison, parce qu'on ne va pas dans la question de plus, on essaye de établir un lien de confiance et après, ça devient très facile que les femmes rencontrent leur histoire. On n'a pas besoin d'aller de différents moyens pour savoir leur réalité. Donc, certains éléments de l'approche que je peux expliquer, la complexité du processus d'intégration, tantôt Katia a expliqué, pour tout le monde, ce n'est pas la même. Il y a des femmes d'où viennent, c'est quoi la différence culturelle de son pays d'origine avec Québec. Dans les personnes qui viennent de la société plus traditionnelle, possiblement qu'il y a plus difficile parce que c'est beaucoup de complications qu'on en veut connaître le système politique, social, économique et toutes ces choses. Et certains services n'existaient pas même dans le pays, donc certains concepts n'existaient pas dans le pays. Respecter les valeurs et leur rythme, on ne fait pas de pression pour un changement rapide. Ça veut dire qu'on ne le pousse pas de sorte d'aller faire plus commence tout de suite la démarche de séparation ou la démarche de divorce ou prendre des décisions rapidement. On explore nos propres cadres différences et l'influence de notre cadre d'influence, notre influence sur notre comportement. On a toujours un cadre souple d'intervention. On le change selon la personne, selon sa compréhension. On fait les choses de notre façon si nécessaire. Si pour une femme, intervention individuelle structurée, ça ne marche pas, on les mêmes sujets, le même discours, la même analyse, on l'amène d'une autre façon. Une formation sur le loi et le droit, c'est partie très importante de notre travail. On évite des discours moralisateurs, je ne prononce jamais bien ce mot-là, parce qu'on va perdre la personne. On fait intervention selon la priorité de la femme. Et notre chose importante, peut-être pour toute femme victime de violences conjugales, mais pour les femmes immigrantes, surtout, de ne pas mettre de pression pour que quitte la situation de violence ou la relation abusive. Et on évite de parler contre le conjoint, mais contre la violence. Et je veux dire aussi que peu importe d'où vient la femme, quelle est sa religion, la position contre violence, c'est très clair pour nous. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne négocie pas. On peut changer la PowerPoint. Je crois que c'est Katia qui va continuer. Oui, justement, tout comme on essaie de réfléchir par rapport à notre façon d'intervenir, aussi comme Naïd vient de dire, on est toujours en auto-réflexion, auto-évaluation parce que ça change, la société est dynamique, les réalités ne sont pas les mêmes, pour voir en quoi, par rapport à nos expériences, et quels sont les facteurs qui peuvent nuire à l'intervention. Donc, il y a plusieurs facteurs, mais ce qui se répète le plus, c'est par exemple la méconnaissance de la langue de la femme. Il faut dire que l'hébergement est volontaire et gratuit. Donc, des fois, toujours avec la barrière de la langue, soit avec un policier et quand il y a l'intervention policière, une femme appelle. Donc, le plus souvent, il y a toujours comme s'il y a un membre de la famille qui veut interpréter. Donc, là aussi, ça nuit à l'intervention parce qu'on n'arrive pas, c'est déjà arrivé, quand on n'a pas vraiment la vraie version
Puis quand on fait un effort pour chercher une autre interprète, là, on comprend que ce que le membre de la famille a expliqué, est-ce que la femme et la réalité de la femme, c'est vraiment différent. Donc là, c'est quelque chose qui nuit à l'intervention. Aussi, la rigidité des valeurs et des croyances. Donc là, on s'entend par rapport aux préjugés, quand l'intervenante, c'est quand les préjugés, je dirais, prennent le dessus sur l'intervention. Donc, si on n'est pas capable de prendre un recul pour comprendre que là, on est en face d'une personne où les valeurs, les croyances sont différentes et que cette personne-là a sa façon de voir, sa vision du monde. Du coup, il faut respecter, il faut comprendre qu'on est différent tout en respectant ses limites et ses croyances, ses valeurs. Ça peut aussi nuire à l'intervention. On parle aussi d'inflexibilité du cadre d'intervention. Donc, intervenir en maison pour famille migrante, ça demande vraiment un esprit d'ouverture parce et aussi de ne pas voir les choses noires ou blancs. Sinon, ça peut créer des problèmes parce que, comme je disais tantôt, au jour le jour, on fait face à des situations vraiment différentes. Donc, même s'il y a des règles, des codes de vie, on est appelé tout le temps à revoir par rapport à telle situation ou aussi par rapport à la dynamique sociale. Donc, si on est très, très rigide par rapport à ça, ça peut créer des problèmes. Aussi, la généralisation et la présence des préjugés. Par exemple, comme des discours comme les femmes immigrantes sont habituées à la violence conjugale, ça fait partie de leur culture. Puis, ça aussi, ne pas croire à la potentialité de la femme, parce que quand il y a la barrière de la langue, des fois, comme une femme qui ne parle pas encore le français, on a comme tendance dans nos façons de faire le non-verbal, comme quoi la femme est alphabète ou illettrée. Alors que c'est juste la barrière de la langue. C'est une femme qui a déjà un parcours de vie. C'est une femme qui occupait déjà qui est comme dans une autre classe sociale, je dirais, ou une autre catégorie dans son pays d'origine. Mais arriver ici, c'est une autre réalité. Puis cette femme-là se retrouve dans une situation vulnérable. Mais en généralisant les préjugés, ça nuit complètement ça empêche la reprise du pouvoir qu'on cherche. Puis il y a un manque d'interprète. Donc toujours, c'est des réalités où une femme qui arrive à maison d'hébergement, c'est parce qu'elle a besoin de ventiler, elle a besoin d'intervention. Mais ça se peut que un jour, 2 jours, on ne trouve pas encore d'interprète parce que la langue, soit il n'y a pas assez d'interprètes, soit les interprètes ne sont pas disponibles. Des fois, on essaie, nous autres, à chercher Google Traduction, mais qui n'est pas encore, qui n'est pas tout à fait efficace. Mais là, c'est comme nuisible à l'intervention. Donc, si on change de diapo, on, on tient à parler de pourquoi les femmes ne quittent pas, parce que par rapport au discours commun, quand on voit la tendance de la société, on voit qu'il y a des fois des discours comme quoi on se demande, mais pourquoi la femme ne quitte pas? Il y a tellement de ressources, il y a il y a beaucoup de maisons d'hébergement à Québec, puis aussi le gouvernement débourse de l'argent pour des femmes qui sont victimes de violences conjugales. Donc pourquoi? C'est parce qu'elles aiment ça. Elles sont habituées avec la violence conjugale. Mais on avancer, mis à part tout ce qu'on vient de voir tantôt, et aussi d'autres facteurs qui peuvent contribuer comme des obstacles pour que la femme puisse rester dans cette situation. Et c'est valable et pour les femmes québécoises et pour les femmes immigrantes. Oui, on va voir tantôt qu'il y a des différences, des spécificités. Tout dépend du statut de la femme, mais la violence conjugale étant un phénomène complexe, c'est vraiment pas évident qu'on peut sortir comme ça. Si on prend par exemple que elles peuvent se faire renvoyer au pays d'origine si elles dénoncent la violence vécue, pas besoin d'élaborer encore plus. Si on voit tout ce qu'on vient de voir tout à l'heure par rapport aux enjeux, par rapport au statut d'immigration, quand la femme est consciente de tout ce qui l'attend comme situation de vulnérabilité, ça se peut stratégiquement, qu'elle dit, je vais rester dans cette situation de violence pour ne pas tomber dans cette situation de vulnérabilité-là. Puis aussi, se sentir coupable et responsable de la violence du partenaire. Ça, c'est quel que soit le statut de la femme et c'est international, mondial. Ça fait partie du cycle de la violence conjugale. Ça fait partie aussi de la socialisation genrée qui se base sur les inégalités des sexes où on a tellement d'attentes, de responsabilités, de rôles différents par rapport au sexe. On entend souvent la tendance que
il faut quand même, c'est la femme qui doit s'assurer de la pérennité du foyer. C'est ça la responsabilité que la société donne à la femme. Du coup, peu importe le statut, peu importe où on se trouve sur la planète quand on est victime de violence conjugale, ça, c'est un facteur qui peut, qu'on peut considérer comme qui fait que les femmes restent dans la violence conjugale. Avoir peur que les interventions de l'extérieur empirent la situation, dans le cas des femmes immigrantes, surtout avec l'intervention extérieure que Naïd vient de mentionner tout à l'heure, ça peut jouer un rôle important, tout comme ça peut aussi un facteur. Ne pas avoir accès à des ressources sociales et économiques pour s'en sortir, surtout les femmes immigrantes, comme je viens de voir. Tout dépend du statut d'immigration. On sait déjà à quoi s'attendre. On sait qu'on n'est pas vraiment protégé par rapport aux lois, aux politiques, aux programmes. Du coup, on essaie de trouver des stratégies de survie. Donc, pour comprendre, pour conclure, je dirais que c'est pas parce que la femme est ignorante, elle veut pas s'en sortir, mais c'est parce que rester peut être une stratégie de survie pour la femme. Aussi, l'isolement, se voir en danger si elle quitte l'agresseur. J'ai parlé à des femmes tantôt dans le cadre d'un autre projet, puis j'ai été étonnée de voir comment stratégiquement une femme explique. Imagine, Katia, je dénonce la violence conjugale, il y a intervention policière, oui, on va mettre interdiction de contact, le conjoint est accusé au criminel. Après, ça va se passer quoi? La police est partie, puis là, c'est sûr que le conjoint peut ne pas respecter l'interdiction de contact, ma vie est beaucoup plus en danger. Mieux vaut avoir l'agresseur sur les yeux, comme ça que j'aurai moi-même le contrôle, ou d'avoir une surprise en dénonçant et qu'elle... Si on prend exemple le cas de féminicide, la femme qui s'est fait tuer dans le stationnement de sa maison, tout ça, les femmes entendent, elles s'informent, du coup, elles développent elles-mêmes des stratégies de survie par rapport aux limites des politiques et des lois, puis aussi peur de perdre ses enfants, peur de représailles, surtout ici au pays d'origine et à l'extérieur du pays aussi, et aussi le fait de, comme je viens de voir, de ne pas croire aux potentialités de ces femmes-là par rapport à toutes les barrières et tous les enjeux qu'on vient de voir. On peut passer au diapo suivant, puis ce sera avec Naïd. Et merci, Katia. Bien sûr qu'il y a, au cours des dernières années, il y a beaucoup de procès en matière de violence conjugale, plein de modifications dans les politiques ou dans la loi. Mais on a choisi certaines qui, au moins, comme je dis, moi, depuis longtemps que je travaille à la maison pour femmes immigrantes, ce que je trouve que ça a changé le monde des femmes victimes de violences conjugales, c'est d'abord reconnaissance de la violence conjugale comme un problème social. Et ça a ouvert la porte pour que les maisons d'hébergement qui travaillaient comme bénévoles, et les femmes, je reprends ma phrase, comme les femmes victimes de violences conjugales qui donnaient le refuge aux autres femmes victimes de violences. Et quand les maisons d'hébergement ont commencé à travailler, n'avaient pas beaucoup d'argent. C'était très difficile de travailler dans cette situation. Et la reconnaissance de violences conjugales aidait beaucoup à les maisons et les ressources pour avoir d'argent et pour travailler avec les femmes. Et c'est certainement avec la reconnaissance sociale, la reconnaissance de l'analyse féministe de la violence conjugale qui était aussi repris dans les politiques en matière de violence conjugale, a aidé beaucoup les ressources et l'approche et l'intervention et la crédibilité des maisons d'hébergement dans leur travail auprès des femmes immigrantes. Il n'y a aucun doute, selon moi, je crois qu'il n'y a aucun doute si je parle de plusieurs instances, que les maisons d'hébergement ont développé une grande expertise en ce qui concerne le travail auprès des femmes immigrantes parce que, je m'excuse, femmes victimes de violences conjugales, parce que c'est l'expérience qui enrichit la pratique. La pratique change, ça développe, ça devient dynamique, ça devient plus actualisé. Et ça, c'est l'expérience des femmes dans les maisons d'hébergement comme travailleuses
des maisons témoins directs de la violence et amènent le changement dans la pratique, et la pratique qui enrichit la réflexion sur la violence. Et pour moi, ce que je vois quelque chose d'important aussi, c'est la reconnaissance de l'agression sexuelle dans le contexte de violence conjugale 83. Mais même maintenant, si on voit que c'est difficile pour les femmes de parler de la violence sexuelle vécue dans le contexte de violence conjugale, il y a beaucoup de honte dans ça. Et honnêtement, plusieurs qui ne connaissent pas que c'est quand même, c'est un acte criminel. Et politique gouvernementale en matière de violence conjugale, tantôt je l'ai dit, et après que politique de 95, et ça nous aidait beaucoup, les maisons d'hébergement, comme quand la politique est sortie, mais moi-même, je peux le dire, selon cette politique, la politique nous a donné le droit de demander des petits projets pour les rencontres de sensibilisation. Et les maisons n'avaient pas d'argent et cet argent nous a aidés. On a demandé plusieurs fois pour plusieurs projets de sensibilisation et on voit les effets de travail. Ce n'est pas seulement Maison Femmes Immigrantes, les autres maisons aussi. Maintenant, par rapport à le rapport du comité expert sur l'accompagnement des victimes d'agressions sexuelles et violence conjugale qui est formé en 2020 et avec 90 leurs recommandations. On ne sait pas comment ça va développer, mais on voit que plusieurs mesures ont été mises en place, mais certaines qui pour nous c'est important, on va le dire en bas. Et c'est un tribunal spécialisé que la loi a adapté à l'unanimité à l'Assemblée générale pour mettre en place les tribunaux spécialisés. Présentement, on vise aussi, c'est dans 5 régions de Québec, donc la ville de Québec, capitale nationale, qui en est en train d'implanter ces tribunaux spécialisés pour accompagner des victimes avec des personnes formées en violence conjugale, de les rencontrer dans un milieu sécuritaire et aussi voir ça que moi je dis que ça change les choses parce que dans notre travail, il y avait les femmes qui retiraient leur plainte, ne voulaient pas témoigner parce que le procureur de la couronne n'avait pas le temps de le voir ou c'était changé pendant le procès, dans le processus. Et ça, c'est je trouve quelque chose de très important. Ça sécurise les femmes et fait plus confiance au système de la justice. Et la question de loi de la santé et sécurité au travail, je crois qu'il s'agit que dans le cas des violences conjugales, les employeurs sont obligés de donner les journées maladie et prendre en considération la problématique de la violence conjugale. Et aussi, c'est la vue que je crois qu'on le dit, intégration de lois qui vise aider les personnes victimes de violences conjugales. C'est une aide supplémentaire. C'est quelque chose qu'on donne aux organismes qui travaillent avec les femmes pour les aider comme un argent supplémentaire pour que les femmes ne restent pas dans la situation. Pour la PST, on voit on est trop concentré pour demander de l'aide selon cette loi-là, mais Katia tantôt a expliqué. Donc, je crois qu'on termine en vous remerciant. Je crois que c'était, oui, merci de votre attention. S'il y a des questions, je crois qu'on peut. Oui. Alors, excusez-moi, je vais essayer de remettre ma vidéo. Voilà. Oui, alors effectivement, merci beaucoup pour la présentation, vraiment intéressant. Merci à toutes les deux. D'ailleurs, on a reçu dans les derniers commentaires quelques personnes qui vous remerciaient, qui trouvaient ça vraiment intéressant. Alors, il y a plusieurs questions. Alors, tout d'abord, j'en ai vraiment plusieurs, donc je vais voir s'il y en a qui se répètent. Donc, on est dans l'essentiel. Je pense qu'il nous reste celles qui peuvent rester, ceux qui peuvent rester peut-être jusqu'à 13 heures, mais on va essayer d'aller faire un peu plus vite quand même. Déjà, il y avait un premier commentaire qui est revenu à plusieurs reprises. Si vous étiez d'accord pour partager les PowerPoints.
Oui, moi, je n'ai pas de problème. Oui. Oui, ok, parfait, parfait. Donc là, j'en viens aux questions. Donc voilà, il y a Chantal qui dit: merci pour votre présentation très intéressante. Je vois dans les données de protection plusieurs situations de familles immigrantes où il y a la présence de violences conjugales. Les recherches indiquent aussi que la collaboration entre les deux secteurs d'intervention n'est pas toujours présente ou optimale. Je me demandais quel lien avez-vous développé avec la DPJ? Quels défis ou obstacles rencontrez-vous dans ce type de situation? Quel type d'action devrait être mis de l'avant pour améliorer la collaboration et mieux soutenir ces mères? Ça, c'est une question. Il y en a, c'est ça. Je ne sais pas si Naïd ou Katia. Je commence peut-être, Katia, tu peux partager ton expérience après. Nous, c'est vrai qu'il y a une différence. Moi, comme je dis, depuis longtemps que je travaille à la maison, au début, c'était une sorte de méconnaissance d'expertise des femmes, des intervenantes de maisons d'hébergement en ce que concerne l'intervention auprès des mères ou des enfants. On voyait plus que la DPJ prenait pas trop en considération la question de violence conjugale dans leur intervention, de le rôle de la mère qui est victime de violence. Mais je crois que depuis quelque temps, ça a amélioré. Mais malgré qu'il y a de certaines possiblement expériences qui les deux côtés, les intervenants ne sont pas très satisfaits. Mais on a essayé, nous autres, on a organisé une colloque, je crois que Katia, tu as participé comme conférencière. On a essayé de rejoindre l'intervenante des DPJ pour faire comprendre la situation des femmes immigrantes, pour qu'ils voient un peu de certaines formations dans l'approche interculturelle pour voir comment on peut travailler, on peut mieux collaborer. Et certainement qu'on est sur le point de... on a même fait une demande de subvention pour avoir regardé comment on peut faire un projet de recherche pour comment on peut collaborer ensemble, pour comment on peut améliorer cette collaboration. Merci, merci, merci. Alors, il y aurait d'autres questions. Comme je disais, on avait quelques-unes. Que fait-on quand la personne nie l'abus? Tu veux répondre? Tu veux que je réponde? Non, je peux y aller. Je voulais juste ajouter par rapport à la question de la DPJ qu'on a aussi des tables de concertation et que les intervenants de jeunesse qu'on a à la maison s'assoient aussi sur cette table-là pour amener les défis par rapport à l'intervention interculturelle auprès des mères. Donc, en ce qui a trait à que fait-on si la personne nie l'abus, nous, en tant qu'intervenante, on comprend que la violence conjugale, c'est un phénomène complexe. Donc, ça fait partie de, comment je peux dire ça, le cycle de la violence conjugale aussi. Puis nous, c'est pas de forcer la femme pour dire, oui, tu es victime, tu dois venir en hébergement. C'est pour ça que je mets l'accent sur la maison d'hébergement. L'hébergement, c'est gratuit et c'est volontaire. Donc, on a des outils pour accompagner cette femme-là pour qu'elle puisse comprendre ce qu'elle est en train de vivre. Moi, ça m'est déjà arrivé en tant qu'intervenante. Une femme raconte son histoire, on est en intervention, puis elle ne veut pas que je répète le mot victime de violence conjugale. Non, Katia, je ne suis pas victime. Je mets ce mot de côté. Eh bien, oui, tu n'es pas victime, mais on va parler de ce que tu vis, de ta situation, puis comment toi, tu te vois là-dedans. Puis là, à la fin, comme on a un outil qui s'appelle GP, on fait le GP au début, on fait le GP à la fin. Même la femme, j'ai eu une femme qui a eu la chair, elle était vraiment étonnée de voir tout le parcours parce qu'avant, elle ne s'est pas considérée comme victime, mais dans le processus, jusqu'après, elle était comme, ah oui, là, je comprends mieux ce que j'étais en train de vivre. Donc, pour finir, c'est pas le fait de ne pas considérer ou pas, mais c'est de suivre le rythme de la femme et d'amener la femme à prendre conscience elle-même de ce qu'elle est en train de vivre et de quel parcours qu'elle veut donner à sa vie. Je voulais ajouter quelque chose dans ce que Katia a dit parce que la question, nous, on est en maison d'hébergement, les femmes sont déjà dépistées, elles sont déjà dénoncées la violence et viennent pour se faire aider. Pour les personnes qui ne travaillent pas dans les maisons d'hébergement, qu'ils voient qu'il y a une violence, que la femme vit la violence, mais elle nie la violence. Et dans ce cas-là, moi,
à ma connaissance, la façon que je le vois, c'est la meilleure chose qu'on ne fait pas la pression sur la femme. On ne le juge pas, on ne le dit pas quoi faire, quoi ne pas faire, seulement pour le dire qu'on est là pour elle, s'il a besoin de nous autres. Et aussi, s'il arrive, on peut le dire que les ressources existent. Vas-y, ça ne te dérangera pas et s'il n'y a pas quelque chose d'obligatoire, appelle et de voir comment ça marche. Et on est pour elle, on est préoccupé par rapport à sa situation. S'il a besoin de nous, il peut nous appeler et on est toujours pour elle. Parfait. Alors, merci beaucoup. Il y a plusieurs commentaires, hein. Il y en a qui commentent aussi le parcours, comment le parcours peut être difficile, etc. Mais qui fait aussi des suggestions qui suggèrent que dans les maisons spécialisées en immigration, s'il y avait des experts dans l'immigration, ça aiderait beaucoup à ne pas passer à côté des portes de sortie, qui trouvent que ça, c'est vraiment important. Puis qui nomment aussi, pour le PST, ce programme peut aider la femme pour un certain temps, et après, ce programme qui est censé aider la femme, mais la femme immigrante dans une situation plus précaire qu'avant. Est-ce que c'est quelque chose que vous souhaiteriez commenter rapidement? Je peux commenter, Oui, Naïd. Katia. Moi, c'est quelque chose qui, comment je peux dire ça, mon point noir par rapport au programme d'immigration. Comme je disais tantôt, ça devrait être une mesure pour protéger la femme, mais par rapport à mes expériences, comme je disais, il y a vraiment, c'est tellement complexe et ça met la femme beaucoup plus en situation de vulnérabilité. Pas même hier, j'ai discuté à un agent d'immigration, j'ai appelé pour parler de ce programme-là, puis j'ai conclu que je me demande est-ce qu'il n'y a pas moyen d'avoir d'autres options. J'ai demandé ça littéralement à l'agent parce que je trouvais que la complexité de cette demande-là, qui devrait être une mesure pour aider la femme à s'en sortir, ça met la femme beaucoup plus en situation de vulnérabilité. Si on va sur le site d'IACC, on va voir que ce programme-là, on devrait avoir une réponse dans 48 heures après la réception de la demande. Moi, j'ai fait l'expérience, j'ai accompagné une femme à faire cette demande-là. C'est une femme dont le conjoint a été accusé au criminel, qui avait des PJ dans sa vie, son permis était lié au permis de travail fermé de son conjoint, et elle a eu une réponse dans une année, dans un an. Genre, du coup, pendant cette période de temps-là, cette femme-là n'a pas droit à l'assurance maladie, elle n'a pas droit d'aller au travail, son enfant est dans une situation de vulnérabilité et là, le monsieur fait la pression ici et au pays d'origine. Donc, s'il n'y a pas un accompagnement pour cette femme-là, donc imaginez-vous, c'est quoi le niveau de vulnérabilité et de l'impuissance aussi de l'accompagnement qu'on peut avoir comme intervenant. Parfait, merci. Alors, bon, je continue. Donc, il y a des questions, je vais en nommer quelques-unes. Il y a une question qui nomme des personnes qui demandent l'asile, en fait, dû à la persécution reliée à l'orientation sexuelle. Pensez-vous que les personnes qui vivent de la violence conjugale dans les relations sexuelles queer ou de même sexe, c'est plus difficile pour obtenir le statut de réfugié dans ce type de situation? Est-ce que... Moi, je peux répondre, on n'a pas d'expérience encore dans cette... On a eu des femmes de même sexe qui étaient hébergées en maison d'hébergement, mais on n'a pas l'expérience encore pour voir est-ce que ce serait facile ou difficile. OK. Puis ensuite, j'ai des questions vraiment concrètes par rapport au fonctionnement. C'est les suivis en externe, est-ce principalement pour les femmes de votre région? Et quels sont les délais d'attente pour un suivi à l'externe actuellement? Est-ce que les mères peuvent vous contacter directement par téléphone? Oui, et il n'y a pas de délai. Si la travailleuse a plusieurs dossiers, peut-être ça prend 2, 3 jours, pas plus que ça. Dans le cas urgent, n'importe qui de nous, même la personne qui travaille en gestion, on va recevoir la femme et on va le voir si on voit qu'elle est en danger ou il y a quelque chose et vraiment besoin de parler. Et non, ça marche bien. En général, oui, les personnes des autres régions aussi peuvent parler. En effet, c'est une sorte de travail qu'on fait. Les femmes nous appellent des autres provinces, ils appellent des autres régions et voient si on peut leur réserver une place pour venir parce surtout qu'ils veulent ne pas rester dans la même place que l'agresseur. OK.
J'ai une question un petit peu plus, merci, une question un petit peu plus politique aussi. C'est à quelqu'un qui nomme qu'en Alberta, le fait de statuer clairement qu'on est une organisation intersectionnelle féministe impacte en fait les demandes de fonds. Est-ce que selon vous, c'est un défi que vous pensez qu'on observe aussi au Québec? Euh, si moi je réponds, c'est un atout que ce sera quelque chose pour le difficile. Comme je le dis, dès qu'on a reconnu la violence conjugale par son ampleur et par ses conséquences, un problème social. Moi, je vous dis, moi, j'ai commencé mon travail après les études à la maison d'hébergement. La maison d'hébergement femmes immigrantes m'a étonné sa pauvreté, la façon qui était la maison. Mais maintenant, les choses ont changé. Et ça, c'est grâce vraiment beaucoup au lieu, à création de lieux de concertation comme le regroupement et les fédérations des femmes, qui ces lieux-là qui ont fait pas seulement qu'ils ont fait des revendications pour avoir le financement, ils ont créé plein d'outils et d'outils de revendication, défense de droits et aussi d'intervention. Moi, je ne crois pas que ce sera un problème pour ça. Mais dans les activités d'autofinancement, je crois que oui. Ok, parfait, merci. Il y aurait encore, je pense, à peu près, oui, il y a quelqu'un qui demande des pistes ou des conseils pour l'intervention policière auprès des femmes immigrantes qui vivent dans un contexte de violence conjugale, si vous en avez. Et puis, il y aurait une toute petite dernière question, je les donne en même temps parce que je pense qu'on s'en va vers la fin. Si jamais il restait des questions qui n'ont pas été demandées, n'hésitez pas à me les envoyer, puis je pourrais les transmettre aux panélistes que je remercie vraiment. Donc, en fait, c'est ça les pistes d'intervention pour les policières, s'il y en avait. Puis aussi une personne qui dit travailler en maison d'hébergement. Elle porte son attention à porter sur la proportion des femmes immigrantes qui sont parrainées, importantes qui sont parrainées, qu'il y aurait beaucoup de violences dans ce cadre-là, puis se questionner sur la raison qui pouvait déclencher les violences conjugales, souvent lorsque on s'installe au Canada dans un cadre de parrainage. Voilà. Donc, moi, j'ajouterais une petite sous-question, c'est par rapport au parrainage, quand on est en demande de parrainage, il existe le risque effectivement de se faire renvoyer dans le pays d'origine. Ça, on en avait un petit peu déjà parlé, mais est-ce que ça arrive souvent? Voilà. Euh, Puis je je vais pense. répondre à la première partie de question, la question de parrainage, je laisse à Katia de répondre. Pour la question d'intervention policière, oui, c'est une de je ne sais pas la statistique de l'année passée. Les policiers nous appellent souvent quand ils interviennent dans le cas de violence conjugale. Et nous, on a, depuis quelques années, on a très bon lien avec les policiers, surtout que l'année 2019, on a donné la formation sur sur la réalité des femmes immigrantes, la façon de faire avec auprès des femmes immigrantes victimes de violences conjugales. La ville de Québec avait organisé un projet comme dans le cadre d'un projet de journée de formation sur la question de violence conjugale et nous avons eu l'occasion de faire d'offrir une formation. Donc, 517 policiers qui ont participé à cette formation. Et ça, je crois que ça, Katia peut continuer à affirmer ou dire au contre, que je crois que ça, on a un bon lien et on se comprend bien, on le fait confiance pour le Oui, parrainage. si je peux ajouter qu'il y a vraiment, comme Naïd vient de dire, il y a vraiment une bonne collaboration. Et il y a un souci aussi d'améliorer la pratique. Il y a même à Québec des policiers, on s'est déjà rencontrés à la maison, qui sont spécialisés. C'est comme cellule pour violence conjugale. On sait qu'à Québec, c'est la violence physique et sexuelle qui sont considérées comme criminelles. Puis, il faut avoir une scène de crime quand il y a intervention policière pour qu'on puisse faire un suivi au criminel. Mais c'est dans le cas où il y a les cas de violence psychologique, verbale, puis les policiers sont comme obligés d'écrire quand même un rapport. Et puis, ces deux policiers-là qui sont spécialisés en violence conjugale vont faire un suivi, rencontrer la femme à l'externe, juste pour comprendre mieux la situation et alerter. Donc, il y a vraiment un grand progrès par rapport à ça.
Donc, si on parle de risque d'être envoyé au pays d'origine, je vais commencer par dire que ça, c'est un des éléments qui est souvent répété, puis c'est comme un outil utilisé par certains et certains conjoints pour faire peur à la femme, donc je vais envoyer au pays d'origine. Donc, premièrement, c'est comme le conjoint n'a pas le pouvoir de dire, c'est pas un agent d'immigration que oui, je vais t'envoyer au pays d'origine, mais il a quand même certains pouvoirs dans le processus de parrainage. Ça dépend d'où le processus est arrivé. Si comme c'est à peine entamé, si je peux dire, la demande est déposée, la femme est en attente, donc c'est-à-dire qu'elle est pratiquement sans statut si elle est arrivée au Canada avec un visa visiteur pour attendre le parrainage. Donc, c'est déjà arrivé à la maison pour femmes immigrantes. S'il y a un cas de violence physique, et qu'il y a intervention policière, il y a une plainte déposée. Donc, le conjoint, il peut suspendre le parrainage. Et j'ai eu l'information que même si le conjoint ne veut pas suspendre le parrainage, selon l'immigration, si l'immigration est au courant que les personnes ne sont plus ensemble, qu'il y a une séparation, l'immigration même va suspendre le parrainage parce que selon l'explication de l'agent, c'est ça le programme, c'est des conjoints. Le programme de parrainage de conjoints. Du coup, s'il n'y a plus de conjoints, il y aura plus de programmes. D'où l'importance du programme de PST. Mais en réalité, le PST, c'est comme pour que la femme puisse décider entre-temps qu'est-ce qu'elle fait, mais pour qu'elle puisse, pour sortir d'une situation de vulnérabilité en attendant qu'elle choisisse ou pas de rester au Canada ou de faire un permis de travail ou de faire une demande de résidence permanente pour aide humanitaire. Mais tout ce que je viens de dire, je n'ai pas besoin de répéter, ça crée encore une situation de vulnérabilité, on ne peut plus et ça ne répond pas. Le PST actuellement, je peux le nommer comme ça ne répond pas vraiment aux besoins des femmes. Et là, on est en train de voir, moi, personnellement, je réfléchis beaucoup, c'est quoi le programme d'immigration pour répondre aux besoins de ces femmes-là, parce qu'on ne va pas retourner dans les années où les femmes étaient obligées de rester dans une situation de violence conjugale parce qu'il y a le statut d'immigration. Donc, en gros, je peux dire que oui, c'est ça. Merci. On va terminer, mais j'avais beaucoup regardé les questions dans le chat et je vois qu'il y aurait une personne qui a quand même levé la main, qui est Edwige. Si jamais elle souhaite prendre la parole rapidement, je l'invite à prendre la parole maintenant. C'est ça. Sinon, je pense que comme je vois que l'heure avance, donc si Edwige, tu veux prendre la parole, parce que la main est levée, permettre de parler. Non, réactiver le son. OK. Je ne sais pas, peut-être qu'il y a quelque chose que j'ai mal fait là. En tout cas, j'espère que je n'ai pas coupé le son de la personne. J'ai essayé de lui permettre de parler, mais en tout cas, si jamais on a fini, écoutez, je vous remercie beaucoup. Il y avait vraiment beaucoup de questions. Toute la présentation était vraiment intéressante. Je vois que ça amène beaucoup de conversations, beaucoup d'échanges et beaucoup de réflexions. Si en fait, il reste des questions que je n'ai pas nommées, c'est parce qu'on est vraiment sur la fin ou que je n'aurais pas vu dans le chat, n'hésitez pas à me les envoyer, je vous les renverrai. Les PowerPoint, si les panélistes sont d'accord, effectivement, je les transfère aux participants. J'ai également mis dans le chat une évaluation à remplir. Donc, si vous pouviez le remplir, ça serait vraiment super. Ça nous aiderait à avoir un retour sur le webinaire et puis la présentation qui est vraiment très aussi pratico-pratique, mais tellement intéressante sur ce qui se passe réellement pour les familles migrantes et quels sont aussi les problèmes et comment vous intervenez, qu'est-ce qu'on peut faire dorénavant. Donc, voilà. Merci, un grand merci. Nous aussi, encore vous remercie. On apprécie vraiment, vraiment que vous nous donnez cette sorte d'occasion pour parler de la maison et des femmes. Merci. Oui, vraiment intéressant. Donc, on a plusieurs personnes dans le chat aussi qui vous remercient, qui disent bravo, mesdames, merci beaucoup. On doit quitter, mais bravo. Et puis, merci énormément pour ce partage de connaissances et de pratiques. Et merci grandement pour votre partage et merci infiniment. Voilà. Merci. OK, bye bye. Bye.